Le désordre que tu portes n'est pas dans ta maison, ni dans ton travail, ni dans les personnes qui t'entourent. Le véritable désordre est dans ton esprit. C'est là que naissent l'anxiété, le manque de direction et le sentiment d'être coincé dans une vie qui n'avance pas. Tu peux changer de ville, de partenaire ou d'emploi, mais si tu ne changes pas ce qui se passe en toi, rien ne sera suffisant. Reprogrammer l'esprit, c'est décider que tu ne vas plus vivre à la merci de tes impulsions, tes peurs ou tes vieilles habitudes. C'est te regarder dans le miroir avec crudité et accepter que la discipline que tu ne pratiques pas est la raison pour laquelle tu restes au même endroit. Le stoïcisme n'offre pas de consolation bon marché. Il offre un chemin difficile, mais libérateur. Maîtriser l'interne pour que l'externe ne te vole jamais la tranquillité. Ici, tu n'entendras pas de fioritures ni de fausses promesses. Ce que tu trouveras, ce sont 8 leçons que tu peux appliquer immédiatement tous les jours pour nettoyer ton esprit, protéger ton attention et renforcer ton caractère. 8 leçons qui ne dépendent pas de la chance ni de la motivation passagère, mais de ta décision ferme de reprendre le contrôle. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment de petites actions, répétées avec discipline, peuvent forger une forteresse intérieure que rien ni personne ne pourra renverser. Es-tu prêt à arrêter de fuir la réalité et à commencer à la transformer de l'intérieur? 1. Nettoie ton environnement pour nettoyer ton esprit. Marcher parmi des tas d'objets inutiles, c'est comme vouloir avancer sur un chemin plein de pierres. Chaque pas devient un fardeau, et même si tu veux te déplacer rapidement, la réalité est que tu trébucheras toujours. C'est ainsi que fonctionne aussi l'esprit. Lorsque l'environnement est saturé de choses qui n'apportent rien, de distractions qui ne consomment que de l'énergie, la clarté disparaît, et ce qui reste, c'est du bruit, de l'anxiété et un poids constant qui t'empêche de te concentrer sur l'essentiel. Il ne s'agit pas de dire que les objets sont le problème en soi, mais de ce qu'ils représentent, des attachements, des excuses, un désordre interne qui se projette vers l'extérieur. La première étape pour reprogrammer ton esprit est d'une simplicité brutale. Nettoie ton espace. Et je ne parle pas seulement de balayer le sol ou de plier les vêtements. Je parle d'éliminer ce qui n'a pas de raison d'être, de lâcher ce qui ne fait que prendre de la place et n'ajoute rien à ta vie. Chaque objet inutile est un rappel silencieux de décisions reportées, de tâches inachevées, de passé que tu refuses de lâcher. Lorsque tu choisis de tout garder, tu accumules en réalité des chaînes qui pèsent sur ton esprit et te maintiennent pris dans un cycle de confusion. La philosophie stoïcienne le rend clair. La vertu réside dans le fait de vivre avec l'essentiel, de ne pas dépendre de ce que tu ne peux pas contrôler, de trouver la liberté en lâchant ce qui n'a pas d'importance. Et si tu l'appliques à ton quotidien, nettoyer ton environnement est un acte de rébellion contre le chaos. C'est dire à ton esprit, ici, c'est moi qui commande, et je décide ce qui mérite de l'espace et ce qui n'en mérite pas. Ce n'est pas un hasard si lorsque tu ranges ta chambre ou ton bureau, tu ressens un soulagement, car à ce moment-là, tu alignes l'interne et l'externe, créant un environnement qui soutient ta discipline au lieu de la saboter. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette action. Cela peut sembler trivial, mais chaque chose que tu élimines est un rappel que tu as le contrôle. Jeter ce qui ne sert pas, donner ce que tu n'utilises pas, garder ce dont tu as vraiment besoin, tout cela est un entraînement mental. Tu apprends à ton cerveau à lâcher prise, à ne pas s'accrocher, à valoriser ce qui est simple et direct. C'est là le véritable but. Ne pas vivre entouré de plus, mais vivre entouré de ce qui est juste. Celui qui nettoie son environnement commence à nettoyer son esprit, car lorsque ton espace est libre de tout excès, tu n'as plus d'excuses pour te distraire. Tu ne peux plus blâmer le bruit externe, car maintenant, la responsabilité repose sur toi. Cette confrontation est inconfortable, mais nécessaire. L'ordre externe révèle le désordre interne, et c'est là que commence la véritable reprogrammation. Fais-en une habitude quotidienne. N'attends pas que tout s'accumule pour agir. Chaque jour, consacre quelques minutes à examiner ce qui t'entoure. Demande-toi, est-ce que cela me sert ?
Est-ce que cela apporte à ma vie? Si la réponse est non, laisse-le partir sans culpabilité. Tu apprendras que le détachement ne te prend pas, il te libère. Et dans cette liberté, ton esprit trouvera de l'espace pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait, tu as besoin d'un environnement conscient, un lieu qui reflète la discipline et qui te rappelle à chaque instant que ton esprit n'est pas une poubelle pour les pensées chaotiques, mais un outil puissant pour construire la force. Commence par nettoyer ce que tu vois et tu finiras par nettoyer ce que tu penses. C'est le premier pas pour cesser de vivre parmi les pierres et commencer à marcher avec clarté vers ta propre force intérieure. 2. Conçois une routine qui te soutient, pas qui t'emprisonne. Vivre sans routine, c'est comme ramer au milieu de l'océan sans boussole ni direction. Tu rames et rames, mais peu importe l'énergie que tu déploies, tu finis toujours au même endroit, fatigué et sans but. En revanche, une routine bien conçue est comme le gouvernail qui guide ton bateau. Elle ne rend pas le voyage plus court ni plus facile, mais elle assure que tu avances vers là où tu veux vraiment aller. Le problème est que beaucoup considèrent la routine comme une prison, comme une série de chaînes qui leur enlèvent leur liberté. Alors qu'en réalité, si elle est bien construite, elle devient un allié silencieux qui te soutient même les jours où la motivation disparaît. L'esprit humain a besoin de structure, car sans elle, il se disperse et se laisse emporter par les impulsions et les distractions. Le stoïcisme enseignait précisément cela. La maîtrise de soi naît de la constance, d'avoir un ordre qui protège ton énergie et te rappelle chaque jour ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi une routine ne doit pas être rigide au point de t'étouffer, elle doit être une stratégie qui fonctionne comme un bouclier et comme un moteur. Si tu te sens oppressé en pensant à ta routine, ce n'est pas parce que la discipline est mauvaise, mais parce que tu l'as conçue contre ta nature et non en sa faveur. Concevoir une routine consciente signifie décider quelles sont les actions minimales qui soutiendront ta force mentale. Tu n'as pas besoin de remplir ta journée d'activité, tu as seulement besoin de celles qui te connectent à tes valeurs et à ton but. Cela peut être de te lever tôt et de consacrer quelques minutes au silence, de faire de l'exercice pour libérer ton esprit, d'écrire pour organiser tes idées. L'important n'est pas combien de choses tu fais, mais que ces choses soient alignées avec la personne que tu veux être. L'erreur commune est de confondre routine avec monotonie. La monotonie tue l'esprit parce qu'il n'y a pas d'intention derrière, seulement une répétition vide. La routine consciente, en revanche, donne une direction à chaque action, la transforme en une brique supplémentaire qui construit ta force intérieure. Te lever, bouger, travailler, te reposer, tout doit avoir un pourquoi. Si ce n'est pas le cas, cela devient du bruit, et ce bruit t'éloigne de la clarté que tu recherches. Une routine bien conçue est également flexible. Il ne s'agit pas de la respecter comme un robot, mais de permettre qu'elle s'adapte aux circonstances sans perdre son essence. Parce que la vie est mouvement, et celui qui s'accroche au contrôle absolu finit frustré. Le stoïcien ne cherche pas la rigidité, il cherche l'équilibre. Demande-toi honnêtement, ma routine me rapproche-t-elle de ce que je veux ou me maintient-elle coincé dans ce que je crains de changer? Si tu te sens esclave de ta journée, il est temps de reconstruire. Commence par de petits pas, élimine ce qui est inutile, ajoute ce qui te renforce et répète jusqu'à ce que chaque journée ait un sens clair. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Lorsque tu construis une routine qui te soutient, tu ne dépends plus de la motivation, car l'habitude prend sa place. Et c'est là le véritable pouvoir, savoir que, même si l'émotion manque, le chemin continue, parce que tu l'as tracé avec discipline. Conçois ta routine comme celui qui aiguise une arme, non pas pour te blesser, mais pour protéger ton esprit du chaos et te rappeler chaque jour que la liberté ne se trouve pas dans le fait de faire ce que tu veux, mais dans le fait de faire ce dont tu as vraiment besoin pour rester fort. C'est la différence entre vivre à la dérive et vivre avec un but. 3. Éliminer l'excès sans culpabilité ni attachement. Accumuler des choses, des engagements et des émotions inutiles, c'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres qui ne vous appartiennent pas. Au début, vous pensez pouvoir les porter, mais à chaque pas,
Le poids se multiplie jusqu'à ce que vous ayez l'impression de ne plus avancer. Le plus dur, c'est que beaucoup de ces pierres ne sont même pas de votre choix. Certaines proviennent d'attentes extérieures, d'autres de peurs anciennes, et d'autres encore de la simple habitude de ne pas lâcher prise. Nous finissons par vivre une vie saturée, où l'essentiel est enterré sous le superflu, et ce qui devrait être simple devient un fardeau constant. Le stoïcisme enseigne que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous êtes capable de laisser partir. Sénèque disait que celui qui a besoin de peu est vraiment riche, car il a compris que l'abondance réelle ne se mesure pas en choses, mais en liberté. C'est la racine de cette leçon. Apprendre à lâcher prise sans culpabilité. Non pas parce que vous renoncez à ce que vous aimez, mais parce que vous choisissez de privilégier ce qui vous soutient. La différence est abyssale. Vivre entouré d'excès n'est pas vivre, c'est cacher le vide sous une montagne de distractions. Éliminer l'excès ne signifie pas devenir un ascète ou renoncer à tout plaisir. Cela signifie vous demander fermement, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me stagne? Et si la réponse est qu'il stagne, il part. Point. Cette décision exige du caractère, car l'attachement essaiera toujours de vous convaincre que vous avez besoin de plus. Plus de vêtements, plus de technologie, plus de relations, plus de validation. Mais au fond, vous savez que tout cela ne fait qu'occuper un espace mental et émotionnel que vous devriez consacrer à ce qui compte vraiment. L'excès n'est pas seulement matériel. Il est dans les conversations vides que vous répétez par habitude, dans les promesses que vous acceptez pour ne pas déranger, dans les émotions négatives que vous continuez à nourrir, même si elles n'ont plus de sens. Chacun de ces excès est une fuite d'énergie qui affaiblit votre force intérieure. Lorsque vous décidez de les éliminer, ce que vous récupérez n'est pas du vide, c'est de l'espace. Le problème est que la plupart des gens s'accrochent à l'inutile par peur. Peur de se retrouver sans rien, peur de faire face au silence, peur de découvrir que ce qui reste après l'excès est un moi qu'ils ne savent pas comment regarder. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas seulement un acte pratique, c'est un acte de courage. Il faut reconnaître que ce que vous êtes ne dépend pas de ce que vous accumulez, mais de la force avec laquelle vous faites face au présent. Commencez par le plus simple. Débarrassez-vous de ce que vous n'utilisez pas. Nettoyez votre calendrier des engagements inutiles. Coupez les conversations qui n'apportent rien. Laissez partir les culpabilités qui vous empêchent d'avancer. Faites-le petit à petit, mais faites-le avec détermination. Chaque fois que vous éliminez quelque chose, votre esprit s'entraîne au détachement et apprend à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ne vous sentez pas coupable de le faire. Le monde essaiera de vous faire croire que supprimer, c'est perdre, alors qu'en réalité c'est gagner. Gagner en clarté, en légèreté, en pouvoir sur soi-même. Parce que celui qui vit entouré d'excès ne possède rien, alors que celui qui sait lâcher prise est maître de sa vie. Éliminez sans peur, sans excuse et sans regarder en arrière. Faites-le avec la fermeté de celui qui comprend que la force ne se construit pas en portant tout, mais en apprenant à marcher léger. C'est la clé. Moins de choses, plus de contrôle. Moins de bruit, plus de clarté. Moins de poids, plus de force. Et dans cette légèreté, vous découvrirez que vous n'avez rien perdu d'important. Vous avez simplement arrêté de porter des pierres qui ne vous appartenaient jamais. 4. Respire avant de réagir. Un volcan ne détruit pas à l'instant où la lave commence à bouger sous la terre. Il le fait quand la pression ne trouve pas de sortie et que tout explose. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Les émotions commencent comme une étincelle interne, de petites tensions qui, si elles ne sont pas contrôlées, finissent par éclater en paroles, en cris ou en décisions que tu regrettes par la suite. La différence entre perdre le contrôle et le maintenir réside dans un geste aussi simple que beaucoup sous-estiment, prendre le temps de respirer. La réaction immédiate est le piège le plus courant de l'être humain. Quelqu'un te provoque et tu réponds sans réfléchir. Une situation se complique et tu agis avec colère. Un commentaire te blesse et tu ripostes. Le résultat est toujours le même. Plus de conflits, plus de chaos,
plus de culpabilité. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas maîtres de ce que font les autres, mais bien de la façon dont nous répondons. Et pour avoir ce contrôle, la première chose à apprendre est de faire une pause. Respirer est cet espace bref, presque invisible, où tu récupères ton pouvoir avant de le céder à la colère ou à la peur. Cela semble trop simple pour être vrai, mais la respiration est la clé maîtresse de l'esprit. Quand tu inspires profondément et que tu expires calmement, le corps reçoit un signal clair. Il n'y a pas de danger immédiat, tu n'as pas besoin de passer en mode attaque. En ces quelques secondes, tu désactives la tempête et tu allumes la clarté. Ce que tu allais dire avec colère se transforme en silence ferme. Ce que tu allais décider par impulsion se transforme en choix conscient. Et c'est là que réside la différence entre détruire et construire. Respirer avant de réagir ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, cela signifie le maîtriser. La colère continuera d'exister, la frustration continuera d'apparaître, mais elles n'auront plus le pouvoir de te contrôler. Tu choisis comment exprimer ces émotions et dans quelle mesure tu permets qu'elles influencent tes actes. Fais de la respiration une pratique quotidienne, pas seulement une ressource d'urgence. Consacre des moments à inspirer et à expirer consciemment, entraînant ton esprit à revenir au centre lorsque la pression augmente. N'attends pas le conflit pour pratiquer, car la tranquillité s'entraîne avant la tempête, pas pendant. Si chaque jour tu nourris cette habitude, viendra le moment où, face à toute provocation, ton corps saura s'arrêter automatiquement. Pense à combien de problèmes tu aurais pu éviter si tu avais respiré avant de répondre, avant de discuter, avant de te rendre. Cette pause ne change pas ce que font les autres, elle change ce que tu décides de faire avec. Et au final, c'est là la racine du stoïcisme, le contrôle de l'interne face au désordre externe. Ne te trompe pas, respirer n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Parce que le véritable fort n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui peut garder le silence quand tout le monde attend son explosion. Celui qui se donne une seconde de calme au milieu de la pression démontre une force que peu de gens connaissent, celle de gouverner son propre volcan. Pratique-le jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Quand tu sens la tension monter, souviens-toi que tu as un outil immédiat à portée de main, ta respiration. Utilise-la pour rompre le cycle de réaction automatique et choisir en conscience. Ce choix répété encore et encore est celui qui construit un esprit solide, capable de résister aux provocations sans perdre l'équilibre. Respire avant de réagir et tu constateras que même si tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux toujours te contrôler toi-même. 5. Fais du silence ton refuge. Le bruit constant est comme une fuite d'eau qui ne s'arrête jamais. Au début, il semble inoffensif, mais avec le temps, il érode ta patience, ton énergie et ta clarté. Nous vivons entourés de voix, de notifications, d'opinions et de distractions qui ne s'arrêtent jamais. C'est comme si le monde s'efforçait d'envahir chaque recoin de ton esprit, le remplissant d'échos qui ne sont pas les tiens. Au milieu de tout ce bruit, le silence est devenu un luxe, alors qu'en réalité, il devrait être ton refuge quotidien, l'espace où tu retrouves tes forces et te rappelles qui tu es. Le silence n'est pas vide, ce n'est pas l'absence de vie, c'est l'endroit où ton esprit s'organise, où tes émotions se calment et où tes pensées les plus claires apparaissent. Les stoïciens l'ont toujours compris. Celui qui ne sait pas être en silence avec lui-même ne pourra jamais maîtriser le bruit du monde. Car le véritable contrôle ne se mesure pas à ce que tu réponds aux autres, mais à la tranquillité avec laquelle tu te parles à toi-même quand personne d'autre n'est présent. La plupart des gens craignent le silence parce qu'il les confronte à ce qu'ils essaient de cacher. Quand il n'y a pas de musique, de conversation ou de distraction, la seule chose qui reste est ta voix intérieure, et souvent, nous ne supportons pas de l'écouter. C'est pourquoi nous cherchons à remplir chaque moment avec des stimuli pour éviter de faire face à l'inconfort d'être seul avec notre esprit. Mais c'est justement cet inconfort dont tu as besoin. C'est là que commence le véritable travail de reprogrammation, en écoutant tes peurs, tes doutes et tes contradictions jusqu'à ce qu'ils cessent de te dominer. Fais du silence une pratique consciente.
Je ne parle pas de te retirer du monde comme un ermite. Je parle de réserver des moments dans ta journée où tu éteins tout et es simplement avec toi-même. Cela peut être au réveil, avant de dormir, ou au milieu d'une journée intense. L'important est que ce soit un espace inviolable, un pacte avec toi-même, où personne ni rien ne peut t'interrompre. Dans ces minutes de tranquillité, tu découvriras que l'esprit, en cessant de recevoir du bruit externe, commence à organiser l'interne. Le silence est aussi une arme, parce que celui qui sait se taire sait observer. Et celui qui observe, sans avoir besoin de répondre, gagne un avantage. Dans les discussions, les conflits, les décisions difficiles, le silence te donne du pouvoir. Il te permet d'écouter ce que les autres ne disent pas, d'analyser ce qui compte vraiment et d'agir sans précipitation. Ne confonds pas le silence avec la soumission. Le silence conscient n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est savoir que tu n'as pas besoin de réagir à tout, parce que ta valeur ne dépend pas de remplir l'espace avec des mots, mais de la force avec laquelle tu maintiens ton calme. Pratiquer le silence ne sera pas toujours confortable. Au début, tu ressentiras de l'anxiété, de l'ennui ou de l'impatience, mais avec le temps, cela devient une habitude qui renforce ton esprit. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu le pratiques, plus il devient fort. Et cette force se traduit par une clarté mentale, une résilience face au chaos et une paix que rien d'extérieur ne peut acheter. Pense à ceci. Le monde crie pour te confondre, mais le silence te murmure la vérité. Et cette vérité est que la tranquillité ne réside pas dans ce que tu as ou dans ce que tu accomplis, mais dans ta capacité à trouver un refuge en toi. Si tu fais du silence ton allié, tu découvriras que peu importe combien le bruit extérieur est fort, tu auras toujours un endroit où rien ne peut te toucher. Cet endroit s'appelle la force intérieure, et il commence par le simple acte de te taire pour t'écouter. 6. Protège ton attention comme ta plus grande arme. Imagine que ton attention est comme un faisceau de lumière dans l'obscurité. Si tu la concentres en un seul point, elle peut traverser n'importe quel obstacle, même couper l'acier comme le fait un laser. Mais si tu la disperses dans toutes les directions, elle n'éclaire guère et se dissipe en quelques secondes. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Peu importe ton intelligence ou ce que tu veux accomplir, si tu ne protèges pas ton attention de ce qui la consomme, tu n'auras jamais la véritable force pour avancer. L'attention est ta ressource la plus précieuse, plus que l'argent, plus que le temps, car c'est là que se construit ta vie. Aujourd'hui, le monde entier conspire pour la voler. Publicité, réseaux sociaux, notifications, conversations futiles, tout est conçu pour capter ton regard, ton énergie et ta concentration. Chaque minute que tu cèdes est un voleur invisible qui te prive de pouvoir sans que tu t'en rendes compte. Et le pire, c'est que beaucoup donnent leur attention volontairement, comme si elle n'avait pas de prix, alors qu'en réalité, elle détermine la qualité de tes journées. Le stoïcisme enseignait que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler où tu diriges ton esprit. Si tu laisses n'importe qui le contrôler, tu renonces à ta liberté. Protéger ton attention signifie la blinder avec discipline. C'est décider ce qui mérite ton focus et ce qui ne le mérite pas. C'est fermer la porte aux distractions déguisées en urgence, aux conversations qui n'ajoutent rien, aux stimuli qui cherchent seulement à t'affaiblir. Ce n'est pas une exagération, c'est de la survie mentale, parce que celui qui vit dispersé ne construit jamais rien de solide. Il peut commencer 1000 choses, mais n'en termine aucune, et devient ainsi l'esclave du bruit extérieur. Ton attention doit être traitée comme une arme affûtée. Tu ne la donnes pas à n'importe qui. Tu ne l'utilises pas sans but. Tu ne la gaspilles pas dans des batailles sans sens. Tu la réserves pour ce qui compte. Tes habitudes, ta croissance, tes objectifs. Chaque fois que tu choisis où te concentrer, tu décides quelle partie de toi tu renforceras et quelle partie tu laisseras mourir. Si tu te concentres sur la peur grandit. Si tu te concentres sur la discipline grandit. C'est la loi. Commence par des étapes claires. Élimine les distractions évidentes.
Réduis le temps que tu passes collé au téléphone, éteins les notifications qui ne changent pas ta vie, mets des limites aux personnes qui cherchent ton énergie sans rien donner en retour. Crée des espaces où ton attention est protégée, comme un champ sacré auquel personne ne peut entrer sans permission. Tu remarqueras comment ton esprit gagne en force, car l'énergie qui s'échappait dans 1000 directions coule maintenant vers ce qui te fait vraiment avancer. Protéger ton attention ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie apprendre à filtrer. Tout comme un guerrier ne se lance pas dans toutes les batailles, tu ne dois pas te livrer à tous les stimuli. La vie est pleine de pièges déguisés en importance. Des messages qui semblent urgents, des nouvelles qui semblent décisives, des drames qui semblent personnels. La vérité est que 90% de tout cela n'a aucun poids dans ton destin. Seul toi décides si tu le laisses entrer ou non. Le stoïcien comprenait qu'un esprit distrait est un esprit faible et que la force se construit en se concentrant sur l'essentiel. Fais de ton attention un territoire sacré, un mur qui ne s'ouvre que pour ce qui compte vraiment. Si tu y parviens, tu découvriras que tu n'as pas besoin de plus d'heures dans la journée. Tu as besoin de plus de concentration. Et cette concentration, utilisée avec discipline, est ce qui transforme l'intention en résultat. 7. Réveillez-vous avec un but. Se réveiller sans but est comme allumer une voiture sans destination. Le moteur rugit, le carburant se consume, les roues tournent, mais il n'y a pas de cap défini. Vous pouvez passer toute la journée à accélérer et pourtant finir au même point où vous avez commencé, épuisé et sans réel progrès. C'est ainsi que beaucoup vivent, se levant par inertie, poussés par la routine ou par des obligations externes, sans prendre le temps de réfléchir à la direction qu'ils veulent prendre. Mais celui qui se réveille avec un but n'ouvre pas seulement les yeux, il ouvre un chemin. Le premier moment de la journée est un terrain vierge, une page blanche où vous décidez du ton de votre journée. Si vous le remplissez de hâte, de plaintes et de distractions, cette énergie vous accompagnera jusqu'à la nuit. En revanche, si vous le commencez avec clarté, discipline et but, le reste de la journée devient une extension de cette force initiale. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant qu'il affronterait des personnes difficiles, mais qu'il avait néanmoins le pouvoir d'agir avec vertu. Ce rappel était son ancre, son but pour ne pas dévier. Se réveiller avec un but n'est pas une phrase de motivation, c'est une pratique. Cela signifie ouvrir les yeux et savoir clairement pourquoi vous vous levez, ce que vous voulez semer dans ces heures qui sont devant vous. Il ne s'agit pas de planifier de grandes conquêtes quotidiennes, mais de choisir consciemment comment utiliser votre énergie. Cela peut être un but simple comme travailler avec discipline, parler calmement ou rester concentré. L'important est qu'il soit le vôtre et que vous le portiez comme un guide invisible tout au long de la journée. La plupart des gens se lèvent et la première chose qu'ils font est de chercher une distraction. Regarder le téléphone, se plonger dans les réseaux sociaux, laisser les autres décider de la direction de leurs pensées. C'est l'erreur, car en cédant vos premières minutes, vous cédez votre pouvoir. Ce que vous devriez faire, c'est revendiquer ces instants comme les vôtres, les protéger comme le début sacré de votre journée. C'est là que votre but doit être semé, avant que le bruit du monde n'essaie de vous l'arracher. Faites-en une habitude. Au réveil, au lieu de vous perdre dans l'inertie, répétez votre but à voix haute ou écrivez-le. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui qui me rapproche de la vie que je recherche? Cette question, répondue avec honnêteté, transforme la paresse en direction. Même si votre journée semble répétitive, le but lui donne un sens, parce que vous n'agissez plus par obligation, mais par décision. Le but est aussi un bouclier contre la dispersion. Lorsque des imprévus, des tentations ou des distractions surgissent, vous pouvez revenir à cette intention initiale et vous demander « Est-ce que cela me rapproche de ce que j'ai dit que je ferais aujourd'hui ou est-ce que cela m'éloigne ?» Cette simple réflexion peut vous sauver de retomber dans de vieilles habitudes et vous ramener sur le chemin que vous avez tracé le matin. Ne confondez pas le but avec la perfection. Il ne s'agit pas de réaliser tout ce que vous imaginez, mais de marcher avec une direction. Même si vous échouez dans certaines tentatives, ce qui compte,
c'est que la journée n'a pas été un bateau à la dérive. C'était un pas conscient vers quelque chose de plus grand. Et dans cette répétition quotidienne se forme un caractère solide, un esprit entraîné à vivre avec intention. Se réveiller avec un but, c'est en essence se rappeler chaque matin que vous n'êtes pas ici juste pour survivre, mais pour construire. Que chaque jour, aussi commun qu'il puisse paraître, est une opportunité de modeler votre esprit et votre vie. Commencez la journée avec cette conviction et vous verrez comment le cours de vos actions change. Parce que celui qui contrôle son réveil contrôle aussi le cours de son existence. 8. Termine ta journée avec discipline. Une journée sans clôture consciente est comme un livre ouvert au milieu du vent. Les pages se plient, la poussière s'accumule et l'histoire perd sa cohérence. C'est ce qui arrive à ceux qui laissent la journée se terminer sans un acte de discipline, sans une ligne finale qui ordonne ce qui a été vécu et prépare ce qui viendra. Tu peux avoir fait beaucoup de choses, mais si la journée s'éteint dans le désordre, l'esprit reste coincé dans les tâches en attente, les culpabilités et le bruit qui se traîne jusqu'au lendemain matin. La force intérieure ne se construit pas seulement au début de la journée, mais aussi dans la manière dont tu la termines. Le stoïcisme le comprenait parfaitement. Sénèque recommandait chaque soir de revoir ce qui avait été vécu, d'analyser où il avait échoué et où il avait agi avec vertu. Cette habitude n'était pas une punition, c'était un entraînement. Parce que la discipline ne se mesure pas seulement par ce que tu fais au début, mais par comment tu maintiens ton intégrité jusqu'au dernier moment avant de dormir. Terminer la journée avec discipline signifie ne pas laisser de fils non résolus qui perturbent ton repos. Il ne s'agit pas de finir épuisé, ni de rayer des listes interminables, mais de t'assurer que les heures que tu as vécues avaient un sens, et que ce que tu as appris ne se perd pas. Une brève réflexion suffit. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a renforcé? Qu'ai-je fait qui m'a affaibli? Cette révision quotidienne est comme aiguiser une arme. Elle te prépare à l'utiliser mieux demain. L'erreur la plus courante est de laisser la nuit être dominée par la fatigue et l'inertie. Télévision, réseaux sociaux, conversations vides, tout sert d'anesthésie pour éviter de penser. Mais ce repos, en réalité, ne libère pas. Il ne fait qu'engourdir l'esprit et voler la clarté. La discipline nocturne est un filtre, écarter l'inutile et donner de l'espace à l'essentiel. Un livre qui te nourrit, un silence qui te centre, un examen honnête de tes actions. Tu n'as pas besoin d'heures, tu as besoin d'intention. C'est aussi le moment de lâcher prise. Tout comme tu nettoies ton espace physique, tu dois nettoyer ton espace mental avant de dormir. N'emporte pas au lit les disputes, les culpabilités ou les tâches en attente que tu ne peux pas résoudre à ce moment-là. Écris-les, note-les, mais ne les porte pas avec toi. La discipline de terminer la journée comprend la reconnaissance que demain sera un autre terrain de travail et que le repos fait partie de la stratégie. Ce n'est pas un luxe. En terminant la journée avec discipline, tu crées une frontière claire entre l'effort et la régénération. Ton esprit comprend qu'il a rempli son rôle et peut se livrer au repos sans anxiété. Cette clarté est ce qui te permet de te réveiller avec force, car il n'y a pas d'ombre du jour précédent envahissant ton lever de soleil. Et voici la clé. Ce que beaucoup appellent le manque de motivation le matin est en réalité la conséquence d'une mauvaise fin de soirée. Fais de cette habitude un rituel. Cela peut être simple. Revoir 3 réussites, une erreur et un objectif pour demain. Ce petit geste répété avec constance reprogramme ton esprit vers l'amélioration continue. Tu ne vis plus en pilote automatique, mais dans un cycle conscient d'apprentissage et de croissance. Terminer la journée avec discipline est l'acte silencieux qui forge la véritable force. Parce que celui qui se révise, se met en ordre et se prépare, ne se couche jamais de la même manière qu'il s'est réveillé. Et cette différence, accumulée jour après jour, est ce qui transforme une vie ordinaire en une vie dirigée par la clarté, la fermeté et le but. Ton dernier acte de la journée doit être une déclaration.
Je ne me laisse pas emporter par l'inertie, je termine avec discipline et je reviens plus fort demain. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La pire prison n'a pas de barreaux, tu la portes dans ta tête. Ce sont tes pensées qui décident si tu vis libre ou enchaîné. Tu peux avoir tout ce que tu veux à l'extérieur, mais si tu ne maîtrises pas ce qui se passe à l'intérieur, tu seras toujours prisonnier de tes peurs, de tes désirs et de ce que les autres pensent de toi. La vie ne consiste pas à éliminer les problèmes ni à attendre que tout soit parfait. Il s'agit de comprendre que ce qui te détruit vraiment n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. C'est la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un qui se brise facilement. Le stoïcisme et la psychologie moderne le rendent clair. La véritable force naît de se concentrer sur ce que tu peux contrôler, d'accepter l'inévitable et de ne pas dépendre de ce qui n'a jamais été entre tes mains. La maturité émotionnelle ne signifie pas te réprimer. Cela signifie cesser de réagir comme un enfant à chaque coup de la vie et commencer à répondre avec fermeté. Ici, tu n'entendras pas de belles phrases pour te calmer pendant un moment. Ici, tu vas entendre des principes qui dérangent, qui défient, mais qui transforment. Ce sont 9 phrases qui vont te montrer le chemin vers la liberté intérieure et la maturité que tu recherches tant. Reste jusqu'à la fin, non pas parce que c'est facile, mais parce que ces vérités vont te remettre à ta place. Soit tu décides de rester piégé dans ton esprit, soit tu décides de briser les chaînes et de commencer à vivre avec un véritable pouvoir. 1. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ce que tu penses de cela. Un même incendie peut forger de l'acier ou réduire le bois en cendres. Le feu est le même, mais ce qui détermine le résultat est la résistance du matériau qui lui fait face. Il en va de même pour la vie. Ce n'est pas la difficulté en soi qui te brise, mais ce que tu en fais dans ton esprit. Tu peux te noyer dans des pensées qui multiplient la douleur ou tu peux les utiliser pour tempérer ton caractère. Et c'est là la différence entre être esclave de ce qui se passe ou maître de ta réponse. La plupart des gens pensent que ce sont leurs circonstances qui leur enlèvent la paix. Ils disent des phrases comme « Si cela ne m'était pas arrivé, je serais bien » ou « Quand tout sera réglé, je pourrai enfin être tranquille ». Cette mentalité est un piège, car il y aura toujours quelque chose qui échappe à ton contrôle. Ce qui te frappe vraiment n'est pas le fait en soi, mais l'histoire que tu construis dans ta tête autour de ce fait. Une insulte n'a pas de pouvoir si tu ne lui donnes pas la permission de rester dans ton esprit. Un échec ne devient pas une chaîne si tu ne décides pas de le rappeler tous les jours comme preuve de ton incapacité. Épictète l'enseignait avec crudité. Ce ne sont pas les choses qui perturbent l'homme, mais les opinions que nous avons des choses. Et aujourd'hui, la psychologie cognitive confirme la même chose. La pensée est le filtre qui définit comment nous expérimentons la réalité. Tu peux voir un obstacle comme un ennemi ou comme un maître. Tu peux voir une perte comme une fin ou comme un début. La douleur sera inévitable, mais la souffrance supplémentaire est un produit mental que tu fabriques toi-même. La maturité émotionnelle commence lorsque tu comprends cela et assumes la responsabilité de ton regard. Il ne s'agit pas de prétendre que rien ne fait mal, il s'agit de ne pas nourrir des pensées qui transforment un coup en une chaîne éternelle. L'adversité touche tout le monde, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certains se noient dans la plainte, d'autres décident de se durcir et d'apprendre. La différence réside dans l'interprétation. Pense à quelqu'un qui traverse une rupture. Une personne la prend comme un signe qu'elle ne vaut rien, s'enferme, se punit, se détruit avec son propre dialogue interne. Une autre la considère comme une douleur qu'elle doit vivre, mais ne s'arrête pas là. Elle reconnaît ce qu'elle a appris, comprend ce qu'elle ne peut pas contrôler et continue d'avancer. Le même fait, 2 résultats totalement différents. Ce n'était pas la rupture qui a défini le destin, c'était les pensées que chacun a choisi de soutenir.
Ce n'est pas une théorie à écouter et à oublier. C'est un principe que tu dois appliquer dans chaque situation de ta vie. Quand quelque chose te frappe, demande-toi, quelle histoire suis-je en train de me raconter à ce sujet? Est-ce que je multiplie la douleur avec mes pensées, ou est-ce que j'utilise ce fait pour grandir? Cette pause est ton arme. Cette réflexion brise le cercle de la souffrance inutile. Si tu veux la liberté et la maturité émotionnelle, tu dois arrêter de blâmer l'extérieur et commencer à maîtriser l'intérieur. Tu ne peux pas éviter que la vie te frappe, mais tu peux éviter que ton esprit devienne ton bourreau. L'acier se forge dans le feu, pas en le fuyant. Tu décides si ton esprit sera de l'acier ou du bois. Et cette décision toujours repose sur ce que tu penses de ce qui t'arrive. Choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et tu seras invincible. La mer peut rugir de toute sa fureur, les vagues peuvent frapper avec violence et le ciel peut s'assombrir en quelques secondes, mais aucune tempête n'a la capacité de décider si le capitaine maintient le gouvernail fermement ou abandonne le navire. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui se renforce. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que l'on choisit de faire avec ce qui est à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne la vie. Le monde ne cessera pas de bouger à son propre rythme. Les gens n'agiront pas toujours comme tu l'espères. Les plans ne se dérouleront pas exactement comme tu les as tracés. Tu peux t'épuiser à souhaiter que tout s'adapte à ta mesure, ou tu peux accepter qu'il y a une ligne invisible qui divise ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'a jamais été. Et cette ligne définit ton pouvoir. Celui qui met son énergie dans ce qu'il ne peut pas gérer finit par être esclave de la frustration. C'est la personne qui maudit le trafic, qui s'amère à cause des commentaires des autres, qui sombre dans l'anxiété d'un avenir qui ne dépend pas d'elle. Cette usure ne détruit pas seulement la paix, elle draine aussi la force nécessaire pour agir sur ce qui compte vraiment. En revanche, celui qui choisit de concentrer son attention sur ce qui est contrôlable devient quelqu'un d'inébranlable. Il ne peut peut-être pas contrôler le vent, mais il apprend à manier les voiles. Épictète l'a expliqué crûment. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Les confondre, c'est perdre la bataille avant de commencer. La psychologie moderne le confirme. Une grande partie de la souffrance naît de l'illusion de contrôle, de vouloir gouverner l'ingouvernable. L'esprit s'épuise en projetant des scénarios et en cherchant des solutions impossibles, tout en oubliant la seule chose réelle, la capacité de décider comment réagir ici et maintenant. Regarde ta propre expérience. Combien de fois as-tu souffert parce que quelqu'un n'a pas agi comme tu le voulais? Combien de fois as-tu été en colère pour quelque chose que tu n'as jamais pu changer? C'est l'erreur. Prétendre contrôler l'externe, c'est se battre contre des ombres. Ce qui est entre tes mains, c'est ta réaction, ton caractère, ta façon d'interpréter ce qui se passe. C'est ta véritable force. Quand tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu deviens libre. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle ne peut plus t'entraîner. Tu deviens solide, comme un rocher au milieu de la rivière. L'eau frappe, mais ne te renverse pas. L'adversité devient un terrain d'entraînement, pas une sentence de défaite. Cette maîtrise intérieure est ce qui te rend invincible. Rappelle-toi ceci, ton esprit, tes choix, ta discipline et ton caractère sont ton royaume. Ce qui est en dehors de ce royaume ne mérite pas de voler ton énergie. Fais de cette ligne ta frontière sacrée. Vis à partir de là et tu découvriras que le monde reste chaotique, mais ta paix ne dépend plus de lui. Parce que lorsque tu apprends à utiliser les voiles, aucun vent, aussi fort soit-il, ne peut t'arrêter. 3. La véritable liberté ne réside pas dans l'obtention de ce que tu désires. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas en fer, elles sont invisibles. Elles sont faites de désirs qui ne sont jamais satisfaits, de l'anxiété de toujours vouloir plus et de la peur constante de perdre ce que tu as déjà. Nous vivons convaincus que nous serons libres lorsque nous aurons tout ce que nous voulons, mais en réalité, cette poursuite nous rend esclaves. Celui qui dépend de l'obtention de quelque chose pour se sentir comblé est toujours prisonnier, même s'il ne s'en rend pas compte.
La société actuelle nourrit ce piège tous les jours. On te dit que tu seras heureux quand tu auras la voiture, la maison, le partenaire parfait, le succès professionnel. Et peut-être que tu les obtiendras, mais dès que tu les as, un autre désir apparaît, un autre besoin déguisé en liberté. C'est comme courir après un mirage. Plus tu t'approches, plus il s'éloigne. Cette course sans fin n'est pas la liberté, c'est une prison mentale avec des barreaux dorés. Le stoïcisme a enseigné il y a des siècles que la véritable liberté ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la libération de la dépendance. Épictète le disait sans mâcher ses mots, « Tu n'es pas libre si tu as besoin de quelque chose pour te sentir bien ». Et aujourd'hui, la psychologie le confirme. La dépendance émotionnelle ou matérielle génère de l'anxiété parce qu'elle place ton bien-être entre les mains de facteurs externes. Si tu l'as, tu crains de le perdre. Si tu ne l'as pas, tu te sens sans valeur. Dans les deux cas, tu es esclave. Pense à quelqu'un qui ne peut pas être seul parce qu'il a besoin d'attention constante, ou à quelqu'un qui base toute son identité sur son travail, et quand il le perd, il se sent comme rien. Ces personnes ne vivent pas, elles survivent enchaînées à des conditions qu'elles ne contrôlent pas. En revanche, celui qui parvient à lâcher prise et à maintenir sa paix, quelles que soient les circonstances extérieures, atteint une force que personne ne peut lui enlever. C'est ça, la véritable liberté. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas apprécier ce que tu as ou cesser de lutter pour tes objectifs. Cela signifie que tu ne dois pas attacher ta valeur ni ta paix à ces réalisations. Les avoir est un privilège, pas une condition pour respirer calmement. La différence est énorme. Tu peux travailler, aimer et profiter, mais si un jour tu perds tout, ton monde ne s'écroule pas parce que tu n'as jamais été prisonnier de cela. La maturité émotionnelle se mesure à cette capacité. Dépendre est infantile, car cela te réduit à quelqu'un qui a toujours besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour se soutenir. Être libre est adulte, car ton centre est en toi, pas dans ce qui change à l'extérieur. Et quand tu arrives à ce point, tu découvres que tu as plus de pouvoir que tu ne l'imaginais. Personne ne peut te faire chanter, rien ne peut te faire tomber complètement. Aucun coup extérieur ne peut t'arracher ce que tu as construit à l'intérieur. La paradoxe est claire, plus tu désires dépendre moins, plus tu deviens libre. Non pas parce que tu renonces à tout, mais parce que tu en profites sans craindre de le perdre. C'est là la véritable richesse, celle qui ne réside pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu es capable de lâcher. Si tu veux connaître la véritable liberté, arrête de mesurer ta vie par ce que tu obtiens et commence à la mesurer par ce qui ne contrôle plus ta paix. Ce que tu accomplis peut être éphémère, mais ta force intérieure est permanente. Et quand tu comprends que tu n'as besoin de rien d'extérieur pour te tenir debout, tu découvres qu'il n'existe aucune prison qui puisse t'arrêter. Parce que la liberté la plus puissante n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce dont tu n'as plus besoin. Tu dois le comprendre. 4. La douleur est inévitable, mais la souffrance est ton choix. La blessure laissée par une épine n'est pas de ton choix, mais décider si tu la presses tous les jours pour la garder ouverte, cela dépend de toi. C'est la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur arrive comme une partie de la vie, mais la souffrance est ce poison que nous fabriquons nous-mêmes en résistant, en niant ou en nous accrochant à ce qui s'est déjà passé. Celui qui ne comprend pas cela devient son propre bourreau, quelqu'un qui prolonge la torture bien au-delà du coup initial. La réalité est claire, personne n'échappe à la douleur. Nous allons tous perdre quelque chose, nous allons tous faire face à des déceptions, nous allons tous traverser des moments qui semblent insupportables. Mais ce qui sépare les forts des fragiles n'est pas que les premiers ne ressentent pas la douleur, mais qu'ils ne la transforment pas en un tourment interminable. Ils acceptent la blessure, la soignent et continuent. Les faibles, en revanche, répètent dans leur esprit le fait encore et encore, construisent des histoires qui agrandissent le malheur et finissent par revivre la blessure 1000 fois plus. Le stoïcisme a été direct à ce sujet. Marc Aurèle a écrit que la douleur présente est toujours supportable. Ce qui la rend insupportable, c'est l'imagination qui l'exagère.
Et aujourd'hui, les neurosciences soutiennent cette vision. Le cerveau enregistre la douleur physique de manière brève, mais c'est la pensée répétitive qui maintient les alarmes allumées, créant une souffrance psychologique qui dépasse le dommage initial. En d'autres termes, nous sommes ceux qui donnent une longue vie à la douleur avec chaque pensée qui la nourrit. Pense à un rejet. La première sensation est un coup fort. Personne ne le nie. Mais la différence réside dans ce que tu fais ensuite. Tu peux l'accepter, apprendre et avancer, ou tu peux rester coincé dans la question constante de pourquoi tu n'étais pas assez. Cette répétition est la souffrance, pas le rejet en soi. Il en va de même pour la perte, l'échec, n'importe quelle adversité. Le fait mal, mais la souffrance est l'histoire que tu choisis de raconter. La maturité émotionnelle se mesure à ta capacité d'accepter la douleur sans avoir besoin de la multiplier. Le nier ne fait que le renforcer. Le résister le rend plus lourd. S'accrocher à lui en fait une partie de ton identité. En revanche, le reconnaître, le vivre avec dignité et ensuite le laisser partir te rend libre. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu ne lui donnes pas le pouvoir de traîner toute ta vie. Regarde ceux qui passent des années à se souvenir de la même blessure. Ils répètent leur malheur comme s'ils faisaient partie de qui ils sont. Ce choix les a servis, car chaque jour, ils nourrissent la blessure avec leur propre esprit. Puis observe celui qui traverse la même situation et, bien qu'il ressente de la douleur, décide de ne pas être défini par elle. Il la surmonte parce qu'il comprend que la vie continue et que rester coincé est perdre beaucoup plus que ce qui a été perdu au premier coup. Accepter que la douleur est inévitable te donne de la clarté. Comprendre que la souffrance est optionnelle te donne du pouvoir. Tu ne peux pas éviter que l'épine te blesse, mais tu peux éviter de la presser tous les jours. Cette décision est ce qui marque ta liberté. La douleur touche tout le monde, mais seuls quelques-uns osent la vivre sans devenir des prisonniers d'elle. Et ce sont ceux qui découvrent que le véritable pouvoir n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas permettre que ce qui est ressenti gouverne ta vie. 5. Préfère être apprenti dans ce qui est correct plutôt que maître dans ce qui est destructeur. Un bâtiment peut être imposant, haut et décoré avec luxe, mais s'il est construit sur des fondations pourries, tôt ou tard, il s'effondrera. Il en va de même pour les personnes. Tu peux être brillant sur un mauvais chemin, expert en habitudes destructrices ou maître dans la justification de ce qui te nuit, mais cette grandeur apparente ne soutient rien. En revanche, même si tu es débutant, même si tu trébuches 1000 fois, si tu le fais sur le bon chemin, tu construis quelque chose qui durera. Nous vivons dans un monde qui valorise l'apparence de la sagesse plus que la sagesse réelle. Les gens cherchent à se montrer experts, veulent tout maîtriser, même quand ce qu'ils maîtrisent les consume. Il y a ceux qui sont maîtres dans la plainte, dans la victimisation, dans la manipulation, dans la fuite de la responsabilité. Ils ont tellement pratiqué ces attitudes qu'ils en font un art. Mais quelle valeur à être expert en ce qui détruit ta vie? Cette maîtrise ne mène qu'à la ruine. Le véritable pouvoir réside dans l'humilité d'être un apprenti. Le stoïcisme le rend clair. Le sage est celui qui ne cesse jamais d'apprendre, qui préfère avancer lentement dans ce qui construit plutôt que rapidement dans ce qui détruit. La psychologie moderne le soutient également. Changer les modèles de comportement nécessite d'accepter que tu ne sais pas tout, que tu as besoin de pratique, que tu vas échouer de nombreuses fois avant de réussir. Cette mentalité d'apprenti est celle qui ouvre la porte à la véritable croissance. Regarde ce qui se passe avec les habitudes. N'importe qui peut devenir expert en autodestruction, en procrastinant, en sabotant ses objectifs, en dépendant des autres. Cela ne demande aucun effort, seulement de la répétition. Mais être apprenti en discipline, en autocontrôle, en responsabilité, exige de l'humilité et de la constance. Au début, cela semble maladroit comme celui qui apprend à marcher. Tu trébuches, tu tombes, tu doutes. Cependant, chaque tentative te renforce. Tu n'as pas besoin d'être maître immédiatement. Tu as juste besoin de rester sur le bon chemin.
La maturité émotionnelle implique de reconnaître que la grandeur ne se mesure pas à ce que tu sembles maîtriser, mais à ce que tu es prêt à désapprendre et à réapprendre. Si tu as passé des années à être expert en ce qui te nuit, en réactions impulsives, en pensées négatives, peu importe. Ce qui compte, c'est de décider de recommencer en tant qu'apprenti dans ce qui guérit. L'humilité d'accepter que tu ne sais pas assez est ce qui ouvre la porte à la véritable transformation. Pense à quelqu'un qui ne demande jamais d'aide parce qu'il veut paraître fort. Cette personne devient maître de l'orgueil, mais pas quelqu'un de sage. En revanche, celui qui reconnaît sa fragilité, qui vient apprendre même si cela lui coûte, celui-là finit par construire une forteresse qui n'a pas besoin de se proclamer au monde. Il préfère une base solide, même si cela prend des années à la compléter, car il sait que le superficiel s'effondre rapidement. Ce qui est important, ce n'est pas combien tu sais, mais où te mène ce que tu sais. Il ne sert à rien d'être expert dans la plainte, dans la critique ou dans la haine. Cela ne fait que multiplier la misère. En revanche, même si tu es débutant en autocontrôle, en gratitude, en résilience, chaque pas te rapproche d'une vie plus solide. Préfère être apprenti dans ce qui est correct plutôt que maître dans ce qui est destructeur. Parce que ce qui est destructeur brille toujours au début, mais meurt vite. Ce qui est correct exige plus d'efforts, plus d'humilité et plus de patience, mais ce qu'il construit est éternel. Et si tu décides de vivre à partir de là, tu ne perdras plus jamais de temps avec des grandeurs vides qui ne soutiennent rien. 6. Le plus grand domaine n'est pas sur les autres, c'est sur toi-même. Le feu peut éclairer ou détruire. Entre les mains de celui qui le contrôle, il devient chaleur, outil, force utile. Entre les mains de celui qui ne le comprend pas, il se transforme en chaos, en cendres, en ruines. Il en va de même pour les émotions et les impulsions à l'intérieur de chaque personne. Lorsque tu gouvernes ce que tu ressens, tu utilises ton énergie pour construire. Lorsque tu ne le fais pas, cette même énergie se retourne contre toi et détruit tout ce que tu avais construit. L'erreur commune est de penser que le pouvoir se mesure par la capacité à dominer les autres. Beaucoup s'efforcent d'imposer leur autorité, de gagner des discussions, de contrôler la vie des autres. Cependant, rien de tout cela ne signifie une véritable grandeur. Tu peux diriger des entreprises, avoir de l'influence ou commander des foules, mais si tu ne contrôles pas ton esprit et tes réactions, tu restes un esclave. L'histoire est pleine d'exemples de leaders qui semblaient forts, mais qui ont été vaincus par leur orgueil, leur colère ou leur désir démesuré. Ils gouvernaient des empires, mais ne se gouvernaient pas eux-mêmes. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la victoire la plus importante était celle qui se déroulait à l'intérieur. Épictète le disait crûment. Personne n'est libre s'il ne sait pas se gouverner. La psychologie moderne soutient cette idée. L'autorégulation émotionnelle est la base de la maturité, la différence entre une personne qui craque sous la pression et une autre qui répond calmement. Celui qui ne se contrôle pas est à la merci de ses impulsions. Celui qui se maîtrise a le pouvoir de décider de sa vie. Pense à la vie quotidienne. Une provocation peut faire sortir n'importe qui de ses gonds. Il suffit d'un mot mal dit pour que certains explosent et disent des choses qu'ils regrettent plus tard. C'est là que se révèle le manque de maîtrise. D'autres, en revanche, écoutent, respirent et répondent fermement, sans perdre leur calme. Ils n'ont pas besoin de s'imposer par des cris ou des menaces. Ils ont déjà gagné parce qu'ils n'ont pas cédé le contrôle de leur esprit à l'autre. Te maîtriser ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Cela signifie le diriger. La colère peut se transformer en courage pour affronter une injustice. La peur peut se transformer en prudence. Le désir peut être canalisé vers l'amélioration personnelle. Tout comme une rivière qui, si elle déborde, détruit, mais si elle est canalisée, génère la vie. La force est là. Ce qui change, c'est ta capacité à la guider. La pratique quotidienne est la clé. Il ne s'agit pas d'attendre de grandes batailles pour démontrer le contrôle, mais de le former dans les petites choses. Ne pas réagir immédiatement, ne pas succomber à la tentation facile, ne pas céder à la plainte automatique.
Chaque moment où tu choisis de gouverner ta réaction, tu renforces ton pouvoir interne. Cet entraînement silencieux te prépare pour les grandes choses. Le contrôle sur les autres est fragile, car il dépend de facteurs externes. Le contrôle sur toi-même est solide, car personne ne peut te l'enlever. C'est là que réside la véritable invincibilité. Rester ferme, même si tout autour de toi vacille. Le calme au milieu de la tempête ne se feint pas, il se construit. Et celui qui atteint cet état comprend qu'il n'y a pas de conquête plus grande que celle de son propre esprit. 7. L'adversité ne change pas qui tu es, elle ne fait que révéler ce que tu as en toi. Le verre se brise sous un coup, tandis que le diamant y résiste et brille avec plus de force. Le coup est le même, mais la différence réside dans l'essence du matériau. Il en va de même pour l'adversité. Elle ne transforme pas les gens en quelque chose qu'ils n'étaient pas. Elle ne fait que mettre en lumière ce qui était déjà à l'intérieur. Lorsque la vie te pousse à la limite, elle ne te transforme pas en quelqu'un d'autre. Elle te montre ta véritable force ou ta fragilité. Beaucoup pensent que les difficultés les ont ruinés, que les problèmes les ont rendus durs, froids ou méfiants. La vérité est que ces traits existaient déjà en eux. Ils étaient simplement endormis jusqu'à ce que l'épreuve arrive. L'adversité est un miroir brutal qui reflète ce que tu essayais de cacher, ce que tu ne voulais pas reconnaître en toi. Ce n'est ni une punition ni un cadeau, c'est une révélation. Le stoïcisme l'a toujours compris ainsi. Marc Aurèle a écrit que la vie ne te prend rien, elle te montre simplement de quoi tu es fait. La psychologie moderne est d'accord en affirmant que sous pression, des schémas internes qui faisaient déjà partie de la personnalité émergent. Une personne impulsive devient plus impulsive en temps de crise. Une personne disciplinée trouve dans la difficulté une raison supplémentaire de rester ferme. L'épreuve ne crée pas, l'épreuve expose. Regarde autour de toi. 2 personnes font face à la même perte. L'une sombre dans le désespoir et n'arrive pas à s'en sortir. L'autre ressent de la douleur, mais la transforme en force pour continuer à avancer. Ce n'est pas la perte qui a défini la différence, c'est l'essence interne que chacun portait. L'adversité n'a pas affaibli la première personne, elle l'était déjà. Elle n'a pas rendu la seconde plus forte, elle a simplement révélé la force qu'elle portait en silence. Accepter cela peut faire mal, car cela signifie reconnaître que la difficulté n'est pas une excuse pour justifier ton comportement. Si tu réagis avec haine, avec envie ou avec désespoir, ce n'est pas la crise qui est coupable, c'est la graine que tu avais déjà cultivée. L'épreuve ne fait que la rendre visible. Cette vérité dérange, mais elle libère aussi. Parce que si ce qui sort de toi en temps d'adversité dépend de ce qui était déjà à l'intérieur, alors tu as le pouvoir de travailler sur ton intérieur avant que la prochaine tempête n'arrive. La maturité émotionnelle se forge précisément dans cette préparation. Tu n'attends pas que tout s'effondre pour voir qui tu es. Tu construis à l'avance la force que tu veux montrer. Tu pratiques le calme dans les petites choses, la discipline dans le quotidien, la patience dans ce qui est commun. Ainsi, lorsque le coup arrive, tout ce qu'il fera sera de révéler ce que tu as déjà entraîné. Et au lieu de te briser, tu brilleras avec plus de clarté. La vie n'est pas une épreuve qui cherche à te détruire, c'est une série de scénarios qui exposent ton caractère. Tu peux fuir cette vérité et continuer à blâmer l'adversité, ou tu peux l'accepter et commencer à cultiver en toi ce que tu veux que l'on voit lorsque tu es mis à l'épreuve. L'adversité est le juge le plus honnête. Elle ne ment pas, elle n'embellit pas, elle ne maquille pas. Elle te montre exactement qui tu es lorsque tout ce qui est confortable s'effondre. Et si aujourd'hui tu n'aimes pas ce que tu vois, ne blâme pas la tempête. Commence à changer ce que tu as à l'intérieur, parce que tôt ou tard, la vie le révélera à nouveau. 8. Ne dis pas que tu es vertueux, vis de telle manière que personne n'en doute. La lumière d'une bougie n'a pas besoin de crier qu'elle éclaire, elle le fait simplement. Le silence de son éclat vaut plus que 1000 mots. Il en va de même pour la vertu. Tu peux proclamer que tu es juste, fort ou sage, mais si tes actes contredisent tes paroles,
ta voix devient creuse. En revanche, lorsque ta vie reflète la cohérence, aucune explication n'est nécessaire. Ton comportement parle pour toi, et personne ne peut réfuter l'évidence. La société actuelle est obsédée par les apparences. Tout le monde veut montrer des vertus, mais peu osent les vivre. On parle d'intégrité en public et on trahit en privé. On prêche la force tout en vivant comme esclave des impulsions. Cette incohérence génère du vide et de la méfiance. Les stoïciens insistaient sur ce point. Épictète avertissait de ne pas dire que tu es philosophe, mais de vivre comme tel. Marc Aurèle répétait que les mots sont faciles, mais que l'action est la seule preuve réelle de caractère. La psychologie le confirme également. Le cerveau ne répond pas aux affirmations sans fondement, mais aux habitudes répétées. Tu peux dire « je suis discipliné 1000 fois », mais si tu ne respectes pas tes propres engagements, ton propre esprit cesse de te croire. La vertu ne s'affirme pas, elle se travaille. Observe les contradictions courantes. Beaucoup affirment qu'ils valorisent l'honnêteté, mais mentent sur les petites choses. D'autres se vantent d'être résilients, mais s'effondrent à la première gêne. Certains parlent de respect, mais le perdent dans leur traitement des plus proches. Ce n'est pas de la vertu, c'est du théâtre. Et tôt ou tard, le rideau tombe et révèle la vérité. Vivre de telle manière que personne ne doute de toi exige de la cohérence. Cela signifie que ce que tu dis et ce que tu fais doivent aller de pair. Cela signifie que ton comportement doit soutenir tes valeurs même quand cela te met mal à l'aise. La véritable épreuve de caractère n'est pas dans ce que tu montres quand tout va bien, mais dans ce que tu choisis de faire quand personne n'applaudit, quand la tentation est grande et quand la chute semble facile. La maturité émotionnelle, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit avec des mots. La sécurité de ton caractère se mesure à la tranquillité de n'avoir rien à cacher. Quand tu vis de cette façon, tu n'as pas besoin d'embellir ta réputation. Ta vie elle-même s'en charge. Et c'est une liberté immense, ne pas dépendre de l'opinion des autres parce que ta cohérence est ta meilleure défense. Pense-y. La vertu proclamée suscite des doutes. La vertu incarnée suscite le respect. Tu peux dire que tu es fort, mais si tu gardes ton calme dans la tempête, tout le monde le verra sans que tu ouvres la bouche. Tu peux affirmer que tu es juste, mais si tu agis avec intégrité, même quand cela te convient le contraire, personne ne pourra le nier. Cette cohérence est ce qui sépare ceux qui cherchent des applaudissements de ceux qui construisent la grandeur. La véritable vertu n'a pas besoin de marketing. Il ne s'agit pas de dire « je suis », il s'agit de vivre de telle manière que ton exemple soit impossible à ignorer. Et quand tu y parviens, tu découvriras que ta force ne réside pas dans le fait de convaincre par des discours, mais d'inspirer par des actes. Parce que les mots sont oubliés, mais la vie cohérente laisse des traces que personne ne peut effacer. 9. Personne ne peut voler ta paix intérieure, à moins que tu ne la donnes. Un château peut être entouré d'ennemis, subir des sièges et des attaques constants, mais tant que ses portes restent fermées, personne ne peut entrer. C'est ainsi pour la paix intérieure. Les critiques peuvent pleuvoir, les pertes peuvent survenir, les tempêtes peuvent se lever, mais tant que tu ne donnes pas la clé de ton esprit, rien ni personne n'a le pouvoir de détruire ton calme. La véritable fragilité apparaît lorsque tu décides d'ouvrir ces portes et de céder le contrôle de ton intérieur à l'extérieur. Beaucoup de personnes vivent convaincues que leur paix dépend des autres. Si quelqu'un les traite bien, elles se sentent calmes. Si quelqu'un les critique, elles sombrent. Si tout se passe comme prévu, elles sourient. Si quelque chose échoue, elles perdent leur calme. Cette dépendance est la renonciation volontaire au pouvoir. Ce ne sont pas les faits qui les brisent, c'est leur décision de remettre leur sérénité entre les mains d'autrui. Les stoïciens étaient radicaux sur ce point. Épictète disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Marc Aurèle écrivait que l'esprit est invulnérable tant qu'il ne se laisse pas emporter. Et la psychologie moderne le confirme. Les stimuli externes ne déterminent pas directement ton état émotionnel.
ce sont les interprétations et la valeur que tu leur accordes. En d'autres termes, ce n'est pas l'offense qui te blesse, c'est ta décision de l'accepter comme vérité. Pense à une insulte. Elle peut sembler forte, mais elle n'a pas de pouvoir jusqu'à ce que tu la laisses entrer. Tu peux la rejeter et rester ferme, ou tu peux l'accepter et la laisser te ronger. Il en va de même pour l'envie, la trahison, les circonstances adverses. La vie peut frapper, mais le coup le plus douloureux ne vient pas de l'extérieur, mais de ton abandon volontaire de ce que tu devrais protéger, ta paix intérieure. Cela ne signifie pas ignorer ce qui fait mal ou prétendre que rien n'affecte. Cela signifie reconnaître que, bien que tu ne contrôles pas les faits, tu contrôles toujours ta réponse. Tu peux choisir de ne pas laisser ton esprit être un champ de bataille pour ce que d'autres essaient de semer. Ce choix fait de toi une personne libre. Plus tu es conscient de ce pouvoir, moins tu es manipulable. La maturité émotionnelle consiste à comprendre que l'extérieur ne touche que la surface, mais que l'essentiel dépend de toi. C'est résister à la tentation de réagir avec colère immédiate, de chercher à se venger ou de se noyer dans la plainte. C'est rester serein, même lorsque tout autour essaie de te secouer. Cette sérénité n'est pas une faiblesse, c'est l'expression ultime de la force. Ta paix est à toi, et toi seul décides si tu la donnes. Si tu la mets entre les mains des autres, prépare-toi à la perdre à chaque instant. Si tu la gardes sous ta garde, personne ne pourra te la prendre. C'est le véritable pouvoir, ne pas laisser quoi que ce soit d'extérieur déterminer ton état intérieur. La vie continuera à apporter des tempêtes. Les gens continueront à parler, à juger, à tester ton calme. Mais tant que tu te souviens que la clé de ta paix est entre tes mains, aucun ennemi ne pourra entrer dans ton château. Et quand tu comprends cela, tu découvres que la plus grande liberté n'est pas de contrôler le monde, mais de ne pas laisser le monde te contrôler. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Un homme qui s'effondre lorsqu'on l'ignore ne perd pas la femme, il se perd lui-même. L'indifférence est rarement un accident, souvent c'est une stratégie pour mesurer ton contrôle, ta valeur et ta capacité à rester debout sans dépendre de personne. C'est la réalité. Quand tu cours après, quand tu supplies ou justifies, tu ne récupères rien. Tu ne fais que céder ton pouvoir et te diminuer devant celui qui veut voir jusqu'où tu cèdes. Pense-y comme un chêne sous la tempête. Le vent rugit, la pluie frappe, mais l'arbre ne se brise pas car ses racines sont profondes, pas dans l'opinion du climat. Ta réponse doit être ainsi, solide, sereine, sans te plier. Car l'épreuve n'est pas dans ce qu'elle fait, mais dans ce que tu décides de faire avec ce qui se passe. La plupart échouent parce qu'ils ne savent pas gérer le silence. Ils l'interprètent comme un rejet absolu et réagissent avec peur, comme si leur valeur disparaissait faute d'attention. Mais cette peur est un piège. Si tu tombes dedans, tu deviens prisonnier de la validation d'autrui. Et un homme qui vit en attente de l'attention des autres n'aura jamais de liberté. C'est là qu'intervient la discipline de l'esprit. Le stoïcisme enseigne à ne pas réagir par impulsion, à transformer l'indifférence en un terrain d'entraînement pour la force intérieure. Il ne s'agit pas de feindre la fierté ou de simuler le froid, mais de montrer par des actions que ta dignité n'est pas en jeu. Le silence, lorsqu'il naît du calme, n'est pas vide, c'est du pouvoir. Tout au long de ce chemin, tu découvriras 8 leçons claires, pratiques et directes. 8 attitudes qui feront la différence entre te perdre toi-même ou réaffirmer ta valeur. Car ce qui est vraiment en jeu, ce n'est pas si elle revient ou non, mais si tu restes ferme, maître de ton esprit et de ta paix. Et c'est là la vraie victoire. 1. Ne poursuis pas celui qui décide de s'éloigner. Un loup blessé qui court derrière sa meute tout en étant ignoré n'inspire pas le respect, il inspire la pitié. Et il en va de même pour un homme qui poursuit une femme qui a déjà pris la décision de s'éloigner.
Cette course désespérée n'est pas un acte d'amour, c'est un cri de peur, une confession de dépendance. Plus tu insistes, plus tu dévoiles ta fragilité. Et tout ce que tu réussis à faire, c'est de donner ta valeur aux pieds de quelqu'un qui ne l'apprécie plus. L'indifférence féminine n'est généralement pas un accident. Souvent, c'est un test silencieux, un thermomètre pour mesurer combien tu as de contrôle sur toi-même. Elle observe sans dire un mot. Elle regarde si ta vie s'arrête quand elle s'éloigne, si ta routine s'effondre, si tu cesses d'être qui tu étais simplement parce que son attention n'est plus sur toi. Chaque message insistant, chaque tentative de te justifier ou d'expliquer l'inexplicable confirme ce qu'elle veut savoir, que tu dépendes de son regard pour te sentir complet. Et lorsque cette vérité éclate, ce qui naît n'est pas le respect, c'est le mépris. Le stoïcisme enseigne que ce qui n'est pas entre tes mains ne doit pas dominer ton esprit. Tu ne contrôles pas les sentiments ni les décisions d'une autre personne, mais tu contrôles ta réaction. Et poursuivre est précisément le contraire. C'est te rendre au désordre, c'est confondre ta valeur avec la présence de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu ne devrais courir après personne. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu comprends que la dignité ne se négocie pas. Celui qui reste silencieux, celui qui continue d'avancer sans supplier, n'est pas insensible. Il est maître de lui-même. Poursuivre est facile, n'importe qui peut le faire. Ce qui est difficile, c'est de rester ferme, de résister à la tentation de chercher des réponses là où il n'y en a pas. Ce silence que beaucoup vivent comme un vide est en réalité un miroir. Il reflète la force d'un homme qui se respecte assez pour ne pas se rabaisser à demander ce qui devrait naître naturellement. Parce que l'affection, l'attention et l'intérêt ne doivent jamais être forcés. Et s'ils le sont, ils perdent leur valeur. Celui qui reste debout démontre que sa vie a sa propre direction. Il se lève, travaille, progresse, construit. Il ne tourne pas autour de quelqu'un qui l'ignore, parce qu'il comprend que s'arrêter pour un autre, c'est sombrer peu à peu. Et c'est ce qui distingue l'homme ordinaire de l'homme fort. L'ordinaire s'agenouille par peur de perdre, le fort avance parce qu'il sait qu'il ne peut pas se perdre lui-même. Imagine une rivière. Elle ne s'arrête pas lorsqu'un rocher bloque son passage. Elle ne supplie pas la pierre de bouger. Elle coule simplement, la contourne et continue son cours avec la même fermeté. C'est ainsi que doit être ta réponse. Ne reste pas coincé à frapper contre ce qui ne change pas. Laisse la vie suivre son cours, car ton pouvoir est dans le mouvement, pas dans la supplication. Ne pas poursuivre celui qui s'éloigne n'est pas un acte d'orgueil vide, c'est une déclaration d'indépendance. C'est te dire à toi-même que ta valeur ne dépend pas de quelqu'un qui te choisit, mais de toi qui choisis de ne jamais te rabaisser. Et cette fermeté, bien qu'elle fasse mal au début, finit toujours par te placer là où tu mérites d'être, en tant qu'homme qui ne se vend jamais pour de l'attention, parce qu'il a appris que la vraie victoire est de ne pas perdre son essence. 2. Accepte le silence comme une preuve de maîtrise de soi. L'écho dans une caverne ne répond pas immédiatement. Il met du temps à revenir, et pendant cet intervalle, l'esprit se désespère à la recherche d'un son qui confirme son existence. C'est ainsi que le silence agit dans une relation. Il te dérange, te défie, te confronte à toi-même. Mais loin d'être vide, c'est une épreuve qui mesure ta force. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de réagir au silence comme s'il s'agissait d'une menace. Ils se précipitent pour remplir l'espace avec des mots, des messages et des justifications. Sans s'en rendre compte, ils livrent leur pouvoir sur un plateau en montrant qu'ils ne savent pas tenir dans le calme tendu de l'absence. La réalité est directe. Quand quelqu'un garde le silence, cela ne signifie pas nécessairement qu'il a cessé de s'intéresser. Souvent, il veut observer ta réaction. Il veut vérifier si tu perds le contrôle ou si tu gardes ton sang-froid. C'est ici que ta valeur est définie. L'homme faible cherche des réponses immédiates et se désespère de ne pas les recevoir. L'homme fort comprend que sa paix ne dépend pas de l'attention des autres. Au lieu d'insister, il respire, attend et maintient son cap. Cette maîtrise ne se feint pas, elle se construit.
Le stoïcisme enseigne que ce qui nous affecte n'est pas l'extérieur, mais la façon dont nous l'interprétons. Le silence peut être interprété comme un abandon ou comme un entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec anxiété, tu renforces ton caractère. Tu exerces la patience, la tempérance et la maîtrise de soi. 3 vertus qui non seulement te rendent plus attirant, mais aussi plus libre. Car un homme qui ne craint pas le silence est un homme qui ne craint pas lui-même. Accepter le silence n'est pas de la résignation, ni de l'orgueil vide. C'est du respect de soi. C'est montrer que tu ne te rabais pas à chercher des miettes d'attention, ni à céder ta dignité pour obtenir des réponses. Si quelque chose doit arriver, cela arrivera en son temps. En attendant, ta mission est de continuer ta vie, de maintenir ta discipline et de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment. L'erreur de beaucoup est de confondre l'insistance avec l'intérêt. Insister, supplier ou presser n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de dépendance. Et toute dépendance est le chemin le plus rapide vers la perte de respect. L'épreuve du silence est conçue pour dévoiler ton besoin, et seuls ceux qui la surmontent prouvent qu'ils sont des hommes capables de se tenir seuls. Accepter le silence signifie aussi avancer avec détermination. Ne pas rester paralysé en attendant ce qui ne viendra peut-être jamais. Ta routine ne doit pas être brisée, tes objectifs ne doivent pas être arrêtés. C'est la vraie victoire. Montrer que ta vie reste intacte, que ta lumière ne s'éteint pas simplement parce que quelqu'un a décidé de se taire. Le silence fonctionne comme un miroir. Il reflète ton anxiété si tu ne la maîtrises pas, mais il reflète aussi ta force si tu sais rester ferme. Celui qui apprend à se regarder dans ce miroir sans se briser prouve que sa valeur ne dépend pas de la validation externe. Et c'est ce qui sépare l'homme qui sombre dans le désespoir de celui qui sort plus fort de l'épreuve. Accepter le silence comme une preuve de maîtrise de soi est, en fin de compte, embrasser l'inconfort et le transformer en pouvoir. Car celui qui sait attendre, se taire et rester debout au milieu de l'absence a déjà gagné la bataille la plus difficile, celle de ne pas se perdre lui-même. 3. Garde le silence au lieu de te justifier. Les braises d'un feu ne s'éteignent pas en ajoutant plus de bois. Elles s'éteignent lorsque tu arrêtes de les alimenter. Il en va de même pour les conflits et les épreuves émotionnelles. Plus tu parles pour te justifier, plus tu attises les doutes et l'indifférence. Le silence, en revanche, agit comme l'eau qui calme le brasier. Un homme qui se défend avec des mots face au mépris ou à la distance ne fait que montrer son anxiété. Mais un homme qui choisit de se taire projette une force qui n'a pas besoin d'explication. La vérité est simple et dure. Celui qui t'ignore a déjà pris une décision interne et aucun discours ne va la renverser. Tes paroles deviennent un bruit vide, des tentatives désespérées de convaincre quelqu'un qui n'est pas intéressé à écouter. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes. Ils pensent qu'en expliquant leurs intentions, en éclaircissant les malentendus ou en justifiant leurs actions, ils vont récupérer ce qui se refroidit. Mais la réalité est qu'ils ne font que se rabaisser, montrant qu'ils n'acceptent pas l'indifférence et qu'ils ont besoin d'approbation pour se sentir en paix. Le stoïcisme enseigne que ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas de consommer ton énergie. Te justifier, c'est essayer de contrôler la perception de l'autre, et cela est hors de ta portée. C'est pourquoi la réponse la plus sage est le silence. Le silence est l'autocontrôle. C'est un bouclier qui empêche que tu donnes ta dignité dans une tentative inutile d'être compris. Parce qu'au final, celui qui se défend trop se condamne seul. Celui qui garde le silence, en revanche, montre qu'il n'a pas besoin de convaincre quiconque de sa valeur. Beaucoup d'hommes pensent que parler plus c'est montrer de la transparence, quand en réalité, c'est dévoiler leur insécurité. Qu'est-ce qu'un homme qui insiste pour expliquer sa position transmet? Qu'il a peur d'être mal interprété, qu'il ne fait pas confiance en lui-même, qu'il dépend de l'acceptation externe pour valider ses actes. En revanche, qu'est-ce qu'un homme qui se tait et reste ferme transmet? Qu'il sait ce qu'il a fait, qu'il fait confiance à son caractère, que sa conscience est tranquille, même si les autres ne le comprennent pas.
Garder le silence n'est pas de l'indifférence passive, c'est de la stratégie. C'est choisir de ne pas entrer dans un jeu dont le seul objectif est de te déséquilibrer. Parce que te justifier, c'est accepter que tu es en dette, que tu as besoin de nettoyer une image, que tu as quelque chose à prouver. L'homme qui se tait, en revanche, montre qu'il ne se prête pas au théâtre émotionnel. Sa vie parle plus que n'importe quel discours, et cette cohérence est ce qui impose vraiment le respect. Pense à la mer quand quelqu'un jette une pierre. L'eau ne s'arrête pas pour expliquer pourquoi elle revient au calme, elle le fait simplement. Ta réponse doit être ainsi, solide, sereine, sans besoin de mots qui cherchent à convaincre. Le calme après l'impact est ta plus grande déclaration, car il montre que rien d'externe ne peut altérer ton essence. Il est vrai que le silence dérange. Celui qui cherche à te manipuler attend une réaction. Il a besoin de tes explications pour sentir qu'il a le contrôle. Et quand il ne les obtient pas, il commence à faire face à son propre vide. C'est le pouvoir du silence. Non seulement il te protège, mais il renvoie la pression à celui qui a essayé de bouger tes émotions. Au final, garder le silence au lieu de te justifier, c'est choisir la force sur l'anxiété. C'est avoir confiance en ce que ta valeur n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es. Un homme qui se défend avec des mots s'expose, un homme qui garde le silence s'élève. Et cette différence ne te maintient pas seulement en contrôle. Elle enseigne aussi à l'autre que ta dignité ne se négocie pas, même face au jugement ou à l'indifférence. Ma 4. Garde ta vie en mouvement sans t'arrêter pour personne. Une horloge ne cesse pas de marquer le temps parce que quelqu'un décide de l'ignorer. Les aiguilles continuent de tourner, le jour avance, la vie continue. C'est ainsi que devrait être ton existence face à l'indifférence, ferme, constante, impossible à arrêter par la décision d'une autre personne. La plus grande erreur que commettent beaucoup d'hommes quand une femme s'éloigne est de geler leur vie, de suspendre leurs projets, de vivre comme si tout dépendait de son retour. Cette attitude non seulement détruit ta dignité, mais envoie aussi un message clair, que ton monde tourne autour de quelqu'un d'autre. La vérité est dure mais nécessaire. Quand tu t'arrêtes pour quelqu'un, tu perds plus que son attention, tu perds ta direction. Ton but se dilue et tu restes coincé dans une attente qui ne garantit jamais de récompense. L'homme qui comprend le stoïcisme sait que la seule chose qu'il possède est son action présente. Il ne contrôle pas si quelqu'un reste ou part, mais il contrôle si sa vie avance ou stagne. Et choisir la stagnation, c'est se rendre à la défaite sans combattre. Garder ta vie en mouvement n'est pas une pause, c'est une déclaration d'indépendance. Cela signifie que tu continues à travailler sur tes objectifs, que ta discipline ne se brise pas, que ton focus ne se perd pas parce que quelqu'un a décidé de se taire. Cela signifie que ta valeur ne dépend pas d'être vue, mais de continuer à construire, jour après jour, même si personne n'applaudit. Cette constance est celle qui inspire vraiment le respect, car elle montre que tu n'as pas besoin d'attention pour rester debout. Le stoïcisme enseigne que la vie se mesure par ce que nous faisons avec ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de toi n'est pas la réaction des autres, mais ton mouvement. Un homme en pause transmet le vide, transmet la dépendance. Un homme qui avance transmet la force, transmet la direction. Cette différence est celle qui distingue celui qui perd son identité par une absence de celui qui se renforce avec elle. Beaucoup pensent que s'arrêter est une façon de montrer leur fidélité, de prouver combien l'autre personne leur importe. Mais la réalité est que rien n'est moins attrayant que quelqu'un qui paralyse sa vie pour une autre. Parce que le message implicite est celui-ci, sans toi, je ne suis rien. Et c'est l'aveu le plus faible qui puisse sortir de ta bouche. La femme qui t'ignore ne change pas d'avis en voyant ton sacrifice, au contraire, elle le confirme. Elle comprend que ton monde dépend d'elle, et alors ta valeur tombe complètement. Continuer à bouger, en revanche, change la donne. Pendant qu'elle garde le silence, tu avances. Pendant qu'elle mesure ta réaction, tu montres que ta vie ne s'arrête pas. Cela non seulement protège ta dignité, mais place aussi le poids de la décision de l'autre côté. Parce que maintenant, c'est elle qui doit se demander si elle est en train de perdre un homme qui sait se tenir seul.
Un homme qui ne sombre pas dans l'attente. Pense à un train. Il ne freine pas sa course parce que quelqu'un décide de descendre à la gare. Le train continue, avec ou sans passagers, parce que sa destination est marquée au-delà de qui l'accompagne. C'est ainsi que doit être ton chemin, clair, ferme, en avance constante. Celui qui veut être avec toi devra monter à ton rythme, ne pas t'arrêter pour s'ajuster au sien. Garder ta vie en mouvement sans t'arrêter pour personne est plus qu'une attitude, c'est un principe. C'est te dire à toi-même que ton temps est précieux, que ton énergie ne se gaspille pas en attentes inutiles, que ta direction ne dépend pas de la validation externe. Et quand tu adoptes ce principe, tu ne récupères pas seulement ton pouvoir, tu envoies aussi un message silencieux et percutant. Ta vie continue, avec ou sans celui qui décide de rester. 5. Ne cherche pas la validation dans les paroles des autres. Le miroir ne crée pas ton visage, il ne fait que le refléter. Pourtant, beaucoup d'hommes vivent comme si ce miroir avait le pouvoir de les définir, comme si l'image qu'ils reçoivent des autres était la seule mesure de leur valeur. Lorsqu'une femme les ignore, ils cherchent désespérément n'importe quel mot qui les confirme, n'importe quel geste qui les fait se sentir vivants, comme s'ils s'effondraient de l'intérieur sans cette validation. C'est l'erreur que tu dois arracher à la racine, penser que ton identité dépend de ce que l'autre dit ou t'est. L'homme qui a besoin de validation externe vit en esclavage. Son humeur change avec chaque message reçu, son estime de soi monte et descend comme une marée capricieuse. S'il le cherche, il sourit. S'il l'ignore, il sombre. Cette oscillation le transforme en prisonnier de l'opinion des autres, incapable de se tenir debout par lui-même. Et voici la vérité brute. Personne ne respecte celui qui dépend de la reconnaissance externe pour se sentir en sécurité. Le respect naît de l'indépendance, de la fermeté intérieure qui ne vacille pas même si le silence règne. Le stoïcisme enseigne que la seule voix qui compte est celle de la raison en toi. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, non des paroles des autres. Si tu places ta valeur dans l'approbation des autres, tu te condamnes à une vie d'incertitude, car le monde changera toujours d'avis. Aujourd'hui, il te loue, demain, il t'oublie, et si ton essence dépend de cela, tu seras toujours perdu. Ne pas chercher la validation signifie apprendre à marcher la tête haute, même si personne ne t'applaudit. Cela signifie travailler sur toi, sur tes objectifs, sur ta discipline, parce que tu sais que ton effort parle plus fort que n'importe quel compliment. L'homme qui se valide lui-même n'a rien à prouver, et c'est cette tranquillité qui le rend magnétique. Parce que la vraie sécurité ne se crie pas, elle se transmet en silence. L'erreur commune est de penser que les paroles des autres définissent la réalité. Entendre un « tu me plais » et se sentir au sommet, entendre un « tu ne m'intéresses pas » et tomber dans un abîme. Ce grand 8 détruit l'esprit. L'homme fort sait que ni les éloges ne le soulèvent, ni les critiques ne le renversent, car sa valeur ne change pas avec l'opinion des autres. Elle est constante, immobile, comme un rocher qui reste ferme même si les vagues frappent encore et encore. Lorsqu'une femme t'ignore, l'instinct du faible est de chercher des réponses, de demander des explications, de s'accrocher à n'importe quelle phrase qui le fait se sentir accepté. L'instinct du fort est de rester serein, sans mendier des mots, parce qu'il comprend que le silence ne le définit pas. Cette différence change tout, parce que tandis que l'un se consume dans le doute, l'autre grandit en force. Pense à un phare sur la côte. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour briller, ni de reconnaissance pour accomplir sa mission. Il reste ferme, éclairant le chemin même si personne ne le regarde. C'est ainsi que doit être ta vie, stable, claire, illuminée par ta propre conviction. Le phare ne s'éteint pas parce que quelqu'un décide de ne pas le regarder, et tu ne devrais pas non plus diminuer ta lumière parce que quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur. Ne pas chercher la validation dans les paroles des autres, c'est se libérer de la prison de l'opinion. C'est construire une forteresse intérieure où la seule voie qui guide est la tienne. C'est comprendre que ton essence n'est pas négociable, que ta dignité ne se met pas à genoux, que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent.
Cette compréhension te place à un niveau différent, où tu n'es plus un mendiant de l'attention, mais un homme qui brille par lui-même. Et celui-là, dans n'importe quel scénario, sera toujours respecté. 6. Réponds avec dignité, pas avec anxiété. Le lion ne répond pas à l'aboiement de chaque chien qui l'entoure. Il marche calmement, sûr de sa force, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est la différence entre un homme qui réagit avec anxiété et un homme qui répond avec dignité. Le premier est désespéré, court après l'attention, essaie d'expliquer, de justifier ou de supplier. Le second reste debout, avec une sérénité qui dérange plus que n'importe quel mot. Parce que la dignité ne fait pas de bruit, mais impose toujours le respect. Lorsqu'une femme t'ignore, l'anxiété te murmure de faire quelque chose, d'envoyer un message, d'exiger une explication, de ne pas rester immobile. Cette voix intérieure est le piège qui a fait tomber des milliers d'hommes. L'anxiété veut que tu perdes le contrôle, que tu montres ta dépendance, que tu révèles ta peur d'être oublié. Mais chaque action désespérée détruit ta position. Ce qui a commencé comme de l'indifférence se transforme en une perte totale de respect. Parce que personne n'admire celui qui s'agenouille devant le silence. Répondre avec dignité signifie le contraire. Cela signifie que tu reconnais la situation, acceptes ce que tu ne contrôles pas et choisis de ne pas te rabaisser. Cela signifie que, même si l'indifférence fait mal, tu ne succombes pas à la tentation de réagir par nécessité. La dignité est le bouclier de l'homme fort, l'armure qui lui rappelle que sa valeur n'est entre les mains de personne d'autre. Un homme qui répond avec dignité transmet un message silencieux mais percutant. Ma paix n'est pas négociable. Le stoïcisme enseigne que la réaction est toujours notre choix. Personne ne te force à perdre le contrôle, personne ne te force à tomber dans l'anxiété. Tu décides si ta réponse sera un acte de désespoir ou une démonstration de force. Ce choix est ce qui construit ton caractère. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'anxiété, tu renforces l'idée que ta valeur ne dépend pas de l'extérieur. Et cet entraînement constant est ce qui te rend inébranlable. Beaucoup d'hommes croient que la dignité est de la fierté, mais ils se trompent. La fierté est de prétendre que tu ne te soucies pas. La dignité est de montrer que même si tu te soucies, tu ne perds pas le contrôle. La fierté est un masque, la dignité est une racine. La fierté est de crier pour convaincre. La dignité est de se taire parce que tu n'as rien à prouver. Cette différence change tout. La femme qui observe ta réaction n'est pas impressionnée par tes mots. Elle est impressionnée par ton silence chargé de maîtrise de soi. L'anxiété, en revanche, te transforme en ton pire ennemi. Elle te vole ton sommeil, te fait imaginer des scénarios qui n'existent pas, te force à réagir avec des impulsions que tu regrettes ensuite. Et chaque mouvement anxieux est une brique de moins dans la construction de ton respect. L'anxiété demande l'immédiateté, mais la dignité exige la patience. Seul celui qui sait attendre, seul celui qui sait se taire, montre que sa force est réelle. Pense à une montagne face à une tempête. Le vent la frappe, la pluie la recouvre, mais la montagne ne bouge pas. Elle n'a pas besoin de se défendre, son existence même est la preuve de sa puissance. C'est ainsi que doit être ton attitude. Ne cours pas après le bruit, ne te rabaisse pas pour mendier de l'attention. Reste ferme, tranquille, sachant que ta valeur n'est pas définie par l'indifférence de personne. Répondre avec dignité et non avec anxiété est la marque d'un homme qui se respecte. C'est comprendre que ta paix est plus précieuse que n'importe quelle attention forcée. C'est choisir le silence fort sur la réaction faible. Parce que l'anxiété peut donner une fausse sensation de soulagement, mais elle te laisse toujours vide. La dignité, en revanche, non seulement protège ton essence, mais te élève au-dessus des jeux émotionnels. Et cette différence est celle qui trace le chemin d'un véritable homme fort. 7. Ne tombez pas dans des manipulations déguisées en indifférence. Le pêcheur ne jette pas toujours le filet pour attraper des poissons. Parfois, il veut juste voir comment ils bougent dans l'eau. De la même manière, l'indifférence que vous recevez n'est pas toujours authentique.
C'est souvent une stratégie calculée, un jeu émotionnel pour mesurer votre réaction, pour découvrir si vous vous désespérez, si vous courez derrière ou si vous révélez votre dépendance. Et voici la vérité que peu de gens veulent accepter. Chaque fois que vous répondez avec anxiété à ce mouvement, vous confirmez que votre attention est facile à manipuler. L'indifférence comme manipulation est l'un des tests les plus courants dans les relations. Ce n'est pas un simple silence, c'est un mouvement conçu pour que vous vous remettiez en question, pour que vous ressentiez de la culpabilité, pour que vous cherchiez une explication là où il n'y en a pas. L'intention derrière cette tactique n'est pas toujours le désintérêt, souvent c'est une forme de pouvoir. Celui qui ignore espère que vous ferez l'effort, que vous céderez, que vous montrerez que votre équilibre dépend de ce qu'il fait ou ne fait pas. L'homme ordinaire tombe dans ce piège sans y penser. Il réagit avec des messages, avec insistance, avec des questions chargées d'anxiété. Il essaie de clarifier ce qu'il ne comprend pas. Et dans le processus, il donne son pouvoir. La manipulation fonctionne parce qu'elle se nourrit de votre besoin d'être accepté. Et plus vous montrez de besoin, plus vous donnez de contrôle à l'autre personne. Mais l'homme fort, celui qui est guidé par des principes stoïciens, comprend le mouvement et ne se prête pas au jeu. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut manipuler celui qui maîtrise ses propres émotions. Parce que la manipulation ne fonctionne que s'il y a dépendance, si votre esprit a besoin d'une réponse pour se sentir en paix. Celui qui se contrôle lui-même a déjà brisé les chaînes. Il n'a pas besoin de courriel, de messages ou d'explications pour valider qui il est. Il sait que sa vie reste intacte même s'il est mis à l'épreuve. Ce self-control déconcerte celui qui espérait vous voir tomber, parce que l'indifférence perd de sa force lorsqu'elle n'obtient pas l'effet désiré. Tomber dans des manipulations déguisées en indifférence ne vous affaiblit pas seulement, cela vous rend également prévisible. Et ce qui est prévisible est toujours facile à dominer. C'est pourquoi votre réponse doit être différente. Ne pas ignorer avec un orgueil vide, mais maintenir votre sérénité sans céder, sans chercher d'explication, sans montrer d'anxiété. Le silence ferme, accompagné d'actions cohérentes dans votre vie, est la seule réponse qui désarme la manipulation. Pensez à un échiquier. Si vous déplacez la pièce chaque fois que votre adversaire feint une menace, vous finissez par vous emmêler dans sa stratégie. Le joueur expert ne répond pas à chaque provocation. Il attend, analyse et choisit son mouvement avec calme. C'est ainsi que doit être votre attitude. Ne vous précipitez pas face à l'indifférence calculée, car réagir rapidement, c'est perdre la partie avant l'heure. Beaucoup d'hommes pensent que montrer de l'intérêt, c'est courir après quand ils sentent de la distance. Mais la réalité est que, dans ces moments, la seule chose qui est démontrée est la vulnérabilité. La véritable force est de se tenir sans se plier. Montrez que, même si l'indifférence essaie de vous manipuler, votre vie ne se brise pas. Et cette solidité est ce qui impose vraiment le respect. Ne pas tomber dans des manipulations déguisées en indifférence, c'est en essence comprendre que votre valeur ne réside pas dans ce que les autres vous accordent, mais dans ce que vous êtes lorsque vous êtes mis à l'épreuve. C'est choisir de ne pas être le poisson qui saute dans le filet au premier mouvement, mais celui qui nage libre, impossible à attraper par un tour bon marché. Cette attitude ne vous protège pas seulement des jeux émotionnels, elle réaffirme également que votre dignité ne se négocie pas, même face à la stratégie la plus utile. 8. Ne négocie jamais ta paix pour de l'attention. Un homme qui donne sa paix en échange d'attention ressemble à quelqu'un qui vend de l'or pour des babioles. Il perd ce qu'il a de plus précieux pour obtenir ce qui ne dure pas. La paix intérieure est le plus grand trésor que tu possèdes, et chaque fois que tu la sacrifies pour le besoin de te sentir vu ou entendu, tu t'appauvris de l'intérieur. C'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils croient que d'être ignorés est une offense si grande qu'ils doivent faire tout ce qu'il faut pour retrouver le feu des projecteurs, même si cela signifie perdre leur calme, leur dignité et leur clarté mentale. L'indifférence peut faire mal,
mais elle ne doit jamais avoir le pouvoir de briser ta sérénité, parce que si tu donnes ta paix, tu donnes tout. Et voici la vérité. L'attention obtenue au détriment de ton équilibre ne vaut jamais la peine. Si quelqu'un ne s'approche de toi que lorsque tu es désespéré, il ne te valorise pas, il t'utilise. Et si tu acceptes cet échange, la seule chose que tu démontres est que ton besoin est plus grand que ton respect de toi-même. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui t'appartient vraiment est ton esprit, ta capacité à choisir comment tu réagis. Négocier ta paix pour de l'attention, c'est comme abandonner ta forteresse et laisser n'importe qui entrer pour détruire ce qu'il veut. Peu importe ce que font les autres, ton devoir est de garder ton calme, de protéger ton espace intérieur comme un gardien protège un temple. Parce qu'une fois que ta paix est brisée, le reste de ta vie commence à chanceler. L'homme qui se respecte ne change jamais sa sérénité pour des miettes émotionnelles. Il comprend que l'attention forcée est de la fumée. Elle disparaît rapidement et laisse un vide encore plus grand qu'avant. En revanche, la paix solide le maintient debout, le rend attirant, le rend inébranlable. La femme qui tente de manipuler par l'indifférence ne sait pas quoi faire lorsque son silence ne perturbe pas ton centre, parce qu'elle attendait de l'anxiété, mais elle a trouvé la tranquillité. Elle attendait du désespoir, mais elle a trouvé l'équilibre. C'est la réponse qui impose réellement le respect. Beaucoup d'hommes croient que céder la paix est inévitable, qu'ils doivent réagir, que le silence est insupportable. Mais ce qui est insupportable n'est pas le silence, c'est ta dépendance à la validation d'autrui. Quand tu comprends cela, tout change. Tu ne vois plus l'indifférence comme une attaque, mais comme une opportunité de démontrer que ta stabilité n'est pas à vendre. Cet apprentissage transforme ta vie, non seulement dans les relations, mais aussi au travail, en famille, dans n'importe quelle situation où quelqu'un essaie de te déstabiliser. Pense à un lac tranquille. Si quelqu'un jette des pierres, des ondes se forment, mais peu de temps après, l'eau redevient calme. Le lac ne se rebelle pas. Il ne donne pas sa sérénité pour plaire à celui qui le perturbe. Il redevient simplement ce qu'il est, tranquillité. Ainsi doit être ton esprit. Peu importe les pierres que les autres lancent, ton devoir est de toujours revenir à ton état naturel de paix. C'est la victoire silencieuse que personne ne peut te prendre. Ne négocie jamais ta paix pour de l'attention, car la paix est pouvoir. C'est ce qui te permet de prendre les bonnes décisions, de rester ferme et de ne pas tomber dans les jeux émotionnels. L'attention peut être un piège, mais la paix est ta force. L'homme qui la protège devient quelqu'un d'impossible à manipuler. Et dans un monde où beaucoup se vendent pour être remarqués, celui qui garde son calme brille comme un phare, ferme, constant, impossible à éteindre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver